Salut les actifs, d'Ivoire, quand tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Mais est-ce que c'est la meilleure solution? Tu sais d'ailleurs que si tu en prends de trop, tu peux mourir. Eh ben, bloquer et plafonner les loyers, c'est un peu le paracétamol du logement. Pour les Français, c'est une mesure hyper séduisante pour te rendre du pouvoir d'achat si tu es locataire. C'est vrai que depuis le début des années 2000, le logement grève est de plus en plus une partie super importante de ton budget et que tu as de nombreux proprios qui abusent clairement au niveau du tarif. Et ça, comme le disait Coluche, si ça continue, eh ben va falloir que ça cesse. Est-ce que cette bonne nouvelle comporte des risques pour les propriétaires et même pour les locataires? Quels seront les impacts concrets sur ta vie à toi au quotidien? Quels sont les dangers et les opportunités auxquels tu seras rapidement confronté? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Avant de démarrer, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait vraiment plaisir. Alors un grand merci à tous et pour faire un geste en plus, eh bien, s'il te plaît, abonne-toi et n'hésite pas à commenter et à partager. Origine et objectif. On le sait, en France, on manque cruellement de logements. On en a déjà parlé sur cette chaîne. La conséquence, c'est que quand tu as plus de demandes que d'offres, eh bien les prix montent et les listes d'attente s'allongent. Ce qui, tu le penses bien, est problématique quand on parle d'un besoin primaire comme de trouver un toit. Les loyers plafonnés ont donc été introduits pour répondre à cette crise du logement, cette crise croissante, particulièrement dans les zones que l'on appelle les zones tendues. Eh bien, ces zones, elles ont été définies par la loi ALUR en 2014. ALUR, ça veut dire accès au logement et urbanisme rénové. Pour rappel, c'était sous la présidence de François Hollande. Et une zone tendue, c'est les agglomérations où la demande locative dépasse très largement l'offre, entraînant donc une flambée des prix. Donc l'objectif principal de cette loi, eh bien, il est louable, si vous permettez le terme, c'est de rendre le logement accessible à tous. Selon le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, le dispositif vise à éviter que les ménages modestes ne soient tout simplement exclus des centres urbains et n'aient 2 heures de transport pour se rendre à leur travail. Bon, no comment. Premier scoop, le loyer plafonné, c'est pas nouveau. Tiens-toi bien, le premier cadre légal remonte à la loi de 1948 qui avait été instaurée pour éviter les abus après la Deuxième Guerre mondiale. Bref, après ALUR en 2014, cet élan, évolution du logement et de l'aménagement et du numérique en 2018 qui a renforcé le dispositif avec notamment une expérimentation sur plusieurs métropoles. À Paris, par exemple, l'encadrement est réintroduit en 2019 après une annulation temporaire. Tu te demandes certainement pourquoi tout ça a été fait, surtout que niveau résultat, ça nous laisse clairement sur notre faim. L'idée paraît noble et les gouvernements successifs ont soutenu que cette régulation allait apporter du positif. Quoi exactement? Eh bien écoute, assieds-toi, on y va. Première idée, une protection renforcée des locataires et sur 2 axes. Permettre aux foyers modestes de vivre assez près de leur lieu de travail, mais aussi de stabiliser les loyers pour limiter la pression financière. Pour illustrer ce point ô combien important, il faut savoir que selon l'INSEE, le logement représenterait 20% des dépenses en 1980 pour plus de 28% 40 ans plus tard. Ça a légèrement baissé ensuite, mais cette hausse a été énorme et explique cette sensation de galérer de plus en plus pour boucler les fins de mois. Seconde idée, c'est de réduire les inégalités. Plutôt cool, vous allez me dire. En tout cas, c'est difficile d'être contre. Plafonner les loyers permettrait ainsi de conserver ou réinstaurer une mixité sociale et éviter ce qu'on appelle la gentrification. Et puis, aussi d'éviter la spéculation, évident. Si tu espères davantage de loyers, tu peux te permettre d'acheter plus cher, un cercle vicieux. Pour te permettre de te représenter l'impact, prenons une donnée de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, OLAP pour les intimes. Avant la réintroduction du plafonnement du loyer en 2019, le loyer moyen dépassait les 33 € du mètre carré, alors que le plafond fixé dans certaines zones était d'environ 20 € par mètre carré. Note que ce chiffre est donné hors complément de loyer, reste attentif, car je parle de ça un peu plus tard. Enfin, l'objectif était aussi d'afficher clairement une communication politique. Le logement est un besoin primaire, il pose des problèmes à de nombreux Français. Regardez, nous agissons pour vous, nous sommes là. Bon, est-ce que ces actions portent des fruits? C'est la question à laquelle il va
va falloir répondre là maintenant. Les risques des loyers plafonnés, eh bien, il y a 3 impacts qu'on pourrait presque appeler 3 revers de médaille. Un peu bizarre la médaille, je le concède. Voyons de suite lesquels. Pour les propriétaires, c'est une rentabilité en chute libre. Prenons un exemple à Lyon. Avant l'encadrement du loyer, un T2 dans le 7e arrondissement se louait facilement à 850 € par mois, évidemment. Mais le plafond impose désormais un maximum de 760 €. À première vue, 90 € de moins, c'est pas dramatique, surtout pour ces salauds de riches de proprio. Oui, mais c'est quand même plus de 10% et sur une année, ça représente plus de 1000 € de perte pour la poche du propriétaire. Sur 10 ans, on parle évidemment d'une perte équivalente à un joli voyage à Bora Bora ou au remplacement de ta chaudière défaillante. Face à ces pertes, certains propriétaires réduisent les dépenses. Une façade à refaire? Ouais, on attendra, quitte à ce qu'elle s'effondre. Une chaudière qui tousse? Ouais, allez, elle survivra bien un hiver de plus. Résultat? Eh bien, le parc locatif se dégrade alors qu'il devrait être urgemment rénové et en profondeur. Puis les locataires finissent donc par vivre dans des passoires thermiques et des appartements vieillissants. Bien sûr, on est en France. Quand il y a une loi qu'on juge contraignante, on regarde tout de suite comment on va pouvoir la contourner. Donc des effets pervers se font d'ores et déjà sentir. Tu veux savoir lesquels? Accroche-toi. Certains tentent de contourner le dispositif en ajoutant ce qu'on appelle un complément de loyer. Exemple, à Bordeaux, un proprio facture 150 € de supplémentaire pour la vue sur les quais de la Garonne. Fallait y penser. Légalement, c'est très borderline en plus. Moralement, on est en plein champ libre. Chacun sa propre morale. Je suis pas là pour donner des leçons. D'autres séparent les stationnements du bail d'habitation et surtout, on l'a vu dans la vidéo Airbnb que tu peux retrouver en suivant le lien qui apparaît, beaucoup de proprios ont déserté ce marché de la résidence principale car le saisonnier rapporte beaucoup plus, ce qui a encore retiré de nombreux logements du marché. Alors ça, c'est pour ces méchants propriétaires. Je me permets quand même de rappeler que, selon l'INSEE, 2/3 des bailleurs possèdent un seul bien et c'est un tout petit nombre, à savoir à peine 3% qui sont des multidétenteurs. Le rapport de force n'est donc pas toujours dans le même sens. Bon, sortons de ces guéguerres partisanes et intéressons-nous aux locataires. Installe-toi confortablement parce que tu vas voir que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que ces mesures ont des effets pervers pour ceux qui louent. Incroyable mais vrai. Le premier, c'est qu'il y a moins de choix, donc plus de galères. Selon une étude récente, toujours de l'INSEE, l'offre locative a diminué de 12% dans les zones concernées par le plafonnement. Pourquoi? Certains propriétaires préfèrent vendre, garder leurs biens vacants, les mettre en touristique ou encore les louer au black. Moralité, les locataires doivent se battre comme au Black Friday pour chaque appartement. Et tu veux un exemple concret? Allez, partons pour Lille, où le plafonnement est en vigueur depuis 2020. Le taux de refus des dossiers a explosé d'après l'association lilloise l'Atelier populaire d'urbanisme, APU, de FIV. Les propriétaires devenus ultra sélectifs privilégient les locataires solvables à 200%. Exit donc les étudiants ou les jeunes actifs trop risqués à leurs yeux. Et puis, le plafonnement peut donner l'impression de maîtriser son budget, oui, mais gare aux effets cachés. Avec des charges non plafonnées et des travaux de copropriété qui explosent, certains locataires se retrouvent à payer autant, voire plus qu'auparavant. C'est un peu comme acheter une voiture d'occasion à petit prix et découvrir ensuite que toutes les pièces sont à changer, du moteur à l'autoradio. Ça, on pouvait s'y attendre en fait. Regarde, Amazon te dit, si ça te plaît pas, tu peux renvoyer et on te rembourse. Donc tu es moins réfléchi au moment où tu passes ta commande. Il y a certainement des retours et ça doit leur coûter du pognon à nos amis de Amazon. Mais si demain ils disent ni repris ni échangé, ils vont certainement économiser de l'argent sur ce poste. Je ne le conteste pas, ça c'est le côté pile. Mais côté face, toi, tu vas sacrément être plus hésitant avant de passer ta commande. C'est exactement le même mode de réflexion niveau location. Donc si on résume, il y a des risques pour le proprio, il y en a pour le locataire, mais au niveau marché, ça donne quoi alors? Ça contribue à déséquilibrer encore davantage le marché. Pourquoi exactement? Tout d'abord, parce que les signaux pour investir dans le locatif sont pas top. Je suis pas fou moi, merci. Des loyers plafonnés, moi en tant qu'investisseur, je me détourne
des zones tendues pour aller chercher mieux ailleurs. Et selon une analyse de Meilleur Agent, la demande d'achat locatif a chuté de près d'un cinquième dans les grandes villes concernées en 2023. Pendant ce temps, des communes rurales comme Châteauroux ou Albi connaissent un regain d'intérêt. Mais il y a moins de demandes. Par exemple, allez, direction le quart nord-est, Strasbourg. Le plafonnement a entraîné un retrait des investisseurs privés au profit de grands groupes qui contournent les règles via des résidences étudiantes ou des baux commerciaux. Et ce qui devait arriver arriva, les inégalités se creusent encore davantage. Bravo! Ce paradoxe est frappant. Le plafonnement de loyer devait favoriser la mixité sociale, mais en fait, dans les faits, elles accentuent les inégalités. Les ménages modestes sont exclus, sélection à l'entrée oblige, des villes où les biens locatifs se raréfient, tandis que les classes aisées profitent de petits prix plafonnés pour des logements vraiment très bien situés. Et c'est les chiffres qui parlent. En 2023, dans 7 villes testant l'encadrement, le taux d'insatisfaction des locataires dépasse les 45% d'après CLCV qui a mené cette étude logement courant 2024. Pire, à Marseille, un logement sur 4 en zone tendue reste vacant, les propriétaires préférant attendre la fin de la réglementation. Tu veux d'autres exemples pour t'en persuader? Tu penses que j'exagère? Eh ben ça manque pas. Regarde plutôt Montpellier, une annonce précise. Attention, complément de loyer pour l'accès à une piscine municipale qui est située à 2 km. Et oui, certains propriétaires ont une imagination débordante. Une autre fait part d'une grande terrasse. Mieux encore, on justifie le complément par la vue sur un monument historique. Et le pompon, une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres. On vit chez les fous. En résumé, pour les propriétaires, le loyer plafonné ressemble à une taxe déguisée. Pour les locataires, c'est une promesse qui cache bien des pièges. Et pour le marché global, c'est une mesure qui tente de colmater une brèche avec du sparadrap. Reste que la classe politique tente habilement de justifier que ça marche. Et fort est à parier que bientôt va arriver une nouvelle réglementation ajoutant un peu plus de complexité à la complexité. MDR. Nous voilà maintenant prêts à aborder la partie la plus intéressante. Et oui, comment toi, quelle que soit ta situation, tu peux en tirer profit. Si tu es proprio, il va falloir adapter ta stratégie pour gagner. C'est-à-dire, en fonction du secteur où sont tes biens, passer au meublé, la flexibilité gagnante. Car la location meublée échappe majoritairement à certains aspects de l'encadrement des loyers grâce à sa nature spécifique. Avec un complément pour l'équipement, un T2 meublé peut rapporter jusqu'à 15% de plus qu'un logement vide, tout en restant dans les clous. Elle bénéficie d'ailleurs, à l'heure où je rédige, d'un statut fiscal bien plus avantageux, malgré la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value à la revente. Je te donne un exemple. À Toulouse, un T2 vide, plafonné à 650 € peut passer à plus de 750 € en meublé, avec des équipements attractifs, lave-vaisselle, téléconnecté, etc., etc. C'est bien 15 voire 20% de gain. Et un bail plus souple. Autre solution, miser sur la colocation pour multiplier les revenus. Et si c'est bien cadré, diviser les risques. Elle permet d'échapper au plafond en louant à la chambre à un tarif supérieur. Un exemple concret? Allez, quart nord-ouest, on va à Nantes. Un appartement plafonné à 1000 € pour un bail classique génère, tiens-toi bien, 1300 €, 30% de plus en colocation avec 3 chambres louées séparément. Et les locataires sont souvent ravis d'avoir des charges réduites en les partageant. C'est effectivement un tout petit peu plus de travail, mais je te le rappelle, on parle bien ici d'une plus-value de 30%, 4000 € quasiment sur une année. Alors ça, c'est deux cas si le bien et ou la zone évidemment le permet. Mais si tu es en phase prospection, tu as d'autres opportunités. Les zones périphériques par exemple. Et oui, là où les loyers plafonnés tout simplement n'existent pas, ne s'appliquent pas, les investisseurs peuvent encore profiter d'une forte demande. C'est vrai que les loyers sont moins chers car la demande est plus faible, mais ça ne veut pas pour autant dire que le rendement est mauvais, et souvent bien au contraire. Et pourquoi? Parce que l'appartement ou la maison sera vendu bien moins cher. Si on va à Angers, où l'encadrement n'est pas en vigueur, fin janvier 2025 en tout cas, un propriétaire peut louer un T3 à 750 €, soit un prix bien supérieur à celui imposé dans les villes voisines comme Nantes. Et pour étayer mon affirmation sur le rendement, les prix sont plus doux à Angers qu'à Nantes, peut-être de là que vient l'expression de la douceur angevine, je ne sais pas. Si tu veux aller dans l'investissement locatif,
En plus, il faudra avantageusement profiter des opportunités de marché. Je t'en donne à la volée. Négocier les biens sous pression. Des tonnes de propriétaires lassés par les contraintes des plafonds préfèrent vendre. Cela crée des opportunités pour acheter à un prix intéressant. Par exemple, chez moi à Montpellier, les transactions sur les biens locatifs ont baissé de 12% en 2023. Les investisseurs, bien informés, peuvent négocier des décotes allant jusqu'à 15% sur des biens dans des zones pourtant stratégiques. Deuxième point, jouer sur la diversification, qui ne veut pas dire dispersion. Plutôt que de se concentrer bêtement, là où tout le monde va, les astucieux se tournent vers des villes moyennes où les plafonds n'existent pas. Et j'ai pas dit des no man's land. Des communes comme Pau ou Vannes offrent des rendements nets, toujours en moyenne, 2 fois supérieurs à ceux qu'on observe en région parisienne. J'ai parlé de moyenne, attention, ça donne des tendances et pas les possibilités pour les avertis qui pourront faire mieux. Et pour finir, tu as les niches spécifiques. C'est quoi? Tout simplement les résidences seniors, étudiantes, les deux Normandies, etc. Ces investissements bénéficient d'une fiscalité avantageuse et d'une forte demande. Ça peut sembler complexe et des fois, ça l'est. Donc si t'es pas à 100% sûr, tu me contactes, on a un programme pour que tu te fasses pas avoir. Enfin pour toi, cher ami locataire, tu pourras tenter de tirer profit des règles à ton avantage, comme négocier avec les propriétaires. À Lille, un locataire, par exemple, a obtenu une réduction de 50 € par mois, c'est toujours ça, et un rafraîchissement de son logement en évoquant les règles du plafonnement. D'autres ont trouvé des biens sous-évalués. Et oui, certains propriétaires, mal informés, fixent des loyers bien en dessous du plafond. Pour les locataires avisés, c'est l'occasion de dénicher des pépites. Ce sera plus dur, mais j'ai quelques autres happy end de réussite que je peux vous partager malgré ces contraintes. Comme cette famille à Grenoble, locataires depuis 10 ans, ils ont utilisé les règles du plafonnement pour exiger une remise en état complet de leur appartement. Résultat, une cuisine neuve et une salle de bain rénovée sans augmentation de loyer. Et de toi à moi, c'est pas complètement perdu pour le proprio non plus d'ailleurs. Et comme tu le sais, critiquer c'est facile, faire un constat ça nécessite déjà un peu plus de détachement, mais dire ce qu'il faut faire, ça c'est une autre paire de manches, alors accroche-toi car moi je vais me lancer. Premièrement, les plafonds de loyer sont une solution imparfaite à un problème complexe. Jamais, je dis bien jamais, je n'ai vu un blocage de prix être efficace sur le long terme. Bloquer les prix doit rester une solution d'urgence, comme ça avait été le cas il y a 5 ans pour les masques au début de la Covid. Ça ne traite pas le fond. Ce qui a fait baisser le prix de ces masques, c'est une production qui a augmenté, puis une demande qui a chuté. Là, tu as réglé le problème de fond en augmentant la production. Et malheureusement, en 2024, on a encore fait le contraire. On n'a même pas construit la moitié de ce qu'il faudrait pour pallier la hausse démographique, migratoire et de changement de mode de vie. Voilà 2 choses qu'il faut faire en priorité. Bâtir pour rattraper le retard tout en accélérant la rénovation et la transformation. Et de l'autre côté, repenser l'urbanisme pour moins concentrer les populations. Vaste programme, ça c'est un fait. Mais sinon, ça va continuer à bloquer. Là où beaucoup se perdent, c'est dans le manque de stratégie. Propriétaires, locataires, investisseurs, si vous n'avez pas un plan solide, vous subirez le système au lieu de l'exploiter, d'en profiter. Il ne faut pas se battre contre les règles. Si donner son avis c'est sympa et ça fait du bien, on n'a pas le pouvoir de le changer. Il faut obligatoirement s'y adapter. Et ce que j'observe sur le terrain avec quasiment 25 ans d'expérience dans l'immobilier et après avoir accompagné des centaines de propriétaires, d'investisseurs et même de constructeurs, je constate toujours la même chose. Ceux qui réussissent sont ceux qui comprennent les règles et savent les tourner à leur avantage. Propriétaires, vous n'avez pas à vous résigner en repensant votre stratégie, meublé, colocation, rénovation ciblée, etc. Vous pouvez non seulement compenser vos pertes, mais même, n'ayons pas peur de le dire, augmenter votre rentabilité. Oui, en 2025, augmentez votre rentabilité. Investisseurs, l'immobilier est un jeu de positionnement. Les zones tendues ne sont plus forcément la panacée, mais il existe des poches de rentabilité que la plupart des
gens non informés ignorent. Mixer les stratégies en faisant location et achat-revente. Double effet qui se coule par exemple, comme dirait l'autre. Et vous, locataires, vous avez plus de pouvoir que vous n'en pensez. En comprenant les enjeux, vous pouvez négocier des avantages que beaucoup n'osent même pas demander. Mais surtout, vous avez un immense pouvoir qui est de rejoindre le monde des propriétaires. L'immobilier n'est pas statique. Entre les régulations qui évoluent, la fiscalité qui se complexifie et les nouvelles attentes des acheteurs, des locataires, vous ne pouvez plus vous contenter de gérer votre patrimoine comme vous le faisiez il y a 10 ou 20 ans. Et c'est là que j'interviens. Mon rôle, c'est de vous aider à diagnostiquer vos blocages, vous donner des outils concrets pour maximiser vos revenus, même dans un marché qui paraît compliqué. Vous accompagner dans une stratégie sur mesure, adaptée à vos besoins et à votre situation. Soyons honnêtes, les erreurs dans l'immobilier coûtent cher. Une mauvaise décision, c'est des milliers d'euros perdus sur le long terme. Une opportunité manquée, c'est une rente qui s'envole. Alors arrêtez de tâtonner ou de suivre des conseils généraux. Faites appel à quelqu'un qui maîtrise les subtilités de marché, qui sait analyser les opportunités et surtout qui a prouvé qu'il sait générer du résultat. Voilà, et pour le dicton de la fin, un imbécile qui marche ira plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Tiens, je vais me lever moi alors. Que vous soyez propriétaire qui doute, investisseur qui veut optimiser ou locataire qui cherche à mieux vivre, c'est le moment d'agir. Les plafonds de loyer ne disparaîtront pas. Mais avec une bonne stratégie, vous pouvez transformer ces contraintes en opportunités. Alors si vous voulez passer à l'étape suivante, si vous voulez arrêter de subir et commencer à maîtriser, alors mettez-vous en marche, comme diraient certains, et vous savez où me trouver. Ça, c'est surtout pour aller dans la bonne direction. À très bientôt.